Donc voilà pour ça. Donc ça, c'était les scénarios du FCL, du Future Classroom Lab. Ça s'appelle comme ça, c'est très pompeux, mais bon. Vous en trouverez d'autres hein, sur Internet, des scénarios. Mais bon, celui-ci me semble le plus intéressant. Là, je vais vous faire voir le travail, très rapidement, le travail que fait Vincent Fayet, qui est, au-delà d'être une personne assez délicieuse, et quelqu'un qui travaille à Paris, qui est prof de SVT, voilà. Hein. On en convoque un troisième. C'est une évidence. Donc, il est prof de SVT en lycée à Paris. Il vient de sortir un livre. Et donc, voilà, ce sur quoi il travaille, ça s'appelle la classe mutuelle. Il est en train de faire un doctorat d'ailleurs de sciences de l'éducation. Voilà, il s'est interrogé à l'histoire de la forme scolaire. Et la forme scolaire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, magistrale en tout cas, elle est héritée complètement de l'enseignement que dispensait l'Église. Et il s'est interrogé à ce qu'il appelle donc l'enseignement simultané, c'est-à-dire une personne qui enseigne à plusieurs. Et puis il s'est intéressé à une autre forme, c'est l'enseignement mutuel. Et l'enseignement mutuel, c'est à une certaine époque, on mettait énormément d'élèves dans des classes et ils avaient des espèces de plus grands, donc mettons comme si on mettait des sixièmes dans une salle, on en mettait 60, 80, et on leur mettait des troisièmes avec eux, qui les faisaient travailler. Et le prof gérait ça d'un peu loin. Bon, ça nous paraît infaisable maintenant, hein, mais lui, il a adapté ça, et voilà, il va vous expliquer rapidement en vidéo ce qu'il fait. Pareil, il y a une petite vidéo faite la semaine dernière, où il explique assez clairement ce qu'il fait. Après, je vous en dirai deux mots. L'idée de la classe mutuelle, c'est de se rendre compte qu'en réalité, la pédagogie est intimement liée avec les lieux dans lesquels elle se déroule. Pendant des années, personnellement, j'ai essayé de changer la pédagogie. J'ai essayé de mettre en œuvre une pédagogie collaborative, coopérative, mais je n'avais jamais, en réalité, changé l'espace de la salle de classe. Si on ne change pas la salle de classe, on ne peut pas changer la pédagogie. L'idée de la classe mutuelle, c'est d'avoir une classe dans laquelle les élèves vont pouvoir être libres de circuler, pouvoir aller s'expliquer les notions sur les surfaces d'interaction, qui sont de nombreux tableaux mis sur les murs. C'est une classe qui n'est plus polarisée vers un tableau central et vers un enseignant. Une classe dans laquelle les élèves sont libres de collaborer et de coopérer. Qu'est-ce que je déteste le plus dans une salle de classe, c'est l'uniformité. Donc Vincent, prof en lycée, avait sans doute, comme beaucoup d'enseignants qui ont envie de renouveler leur pratique, il avait sans doute un peu marre de la façon dont ça fonctionnait, dont ça ronronnait probablement. Les élèves qui l'écoutaient faisaient son cours et se disaient bon, qu'est-ce qu'ils apprennent véritablement. Donc ce qu'il a cherché à faire, c'est, il a dit aux élèves bon, comment vous voudriez apprendre? Vous allez me dessiner un plan de classe un peu différent. C'est marrant parce que je vais vous présenter ensuite quelque chose où moi j'ai fait un peu pareil avec des sixièmes. Et donc les élèves sont arrivés avec des plans, ils disaient ouais, on va mettre des tables là-bas, ici, on va faire des groupes, là on va mettre... Bon, ils avaient tout un tas d'idées. Et il a commencé à faire travailler les élèves un petit peu par îlot, il y a déjà pas mal de temps. Hein. Et puis les élèves ont eu envie, ils ont dit ouais mais monsieur, il nous faudrait avoir il nous faudrait des tableaux. Alors ils n'avaient pas les tableaux, ils n'avaient pas de moyens. Donc les murs étant blancs, Vincent, un peu punk, il a dit bon écoutez, on va écrire sur les murs quoi. Donc il s'était filmé, ça c'est assez drôle, donc ils ont tracé des trucs comme ça, ils ont dessiné des surfaces, des tableaux, ils ont commencé à dessiner sur les murs. Le chef d'établissement, il a vu ça, il a dit écoutez, on va investir dans les tableaux, arrêtez tout ça. On va donc ils ont mis des tableaux Velleda, tout autour de la classe. Donc il y en a 5 ou 6. Et la salle est tout à fait normale dans un vieux lycée parisien vers Vincennes. Bon. Et au final, il a commencé à sortir de sa posture magistrale et à faire en sorte que les élèves, par petits groupes, s'expliquent les notions. Donc il arrive, il dit bon, mais aujourd'hui, voilà, c'est tel... voilà, on travaille sur, je sais pas moi, les synapses, machin, tout un tas de choses comme ça. Et les élèves vont s'expliquer les notions, alors qu'ils ont le cours, et ils s'expliquent, ils sont debout déjà.
c'est assez intéressant parce que de suite, quand on donne la possibilité aux élèves de se lever, d'être debout, eh bien, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et alors bien sûr, il y a un peu plus de bruit, mais les élèves bons expliquent à ceux qui sont moins bons. Et cette classe mutuelle, ça fonctionne très bien. Il affine au fur et à mesure dans sa classe. Dans le lycée, maintenant, ils ont une classe entière je crois que c'est une première S, qui fonctionne que en classe mutuelle. Uniquement, dans toutes les disciplines. Et donc, voilà, ils essaient de faire grossir ce projet-là. L'idée, c'est voilà, sortir le prof de sa posture magistrale et faire en sorte que les élèves aillent écrire sur ces murs-là pour s'expliquer eux-mêmes les notions. Et on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure avec un groupe, c'est que c'est toute l'ambiguïté et le paradoxe du verbe apprendre, c'est que quand on apprend, apprendre, ça veut dire, tiens, j'ai appris quelque chose. Mais apprendre, c'est aussi apprendre aux autres. C'est le même mot. Et donc, on se rend compte que c'est peut-être pas pour rien. C'est parce que quand on apprend aux autres, eh bien, on apprend aussi nous-mêmes. Ça a dû vous arriver d'expliquer une notion à des étudiants et à dire, mais là, cette fois, je la leur ai expliquée d'une certaine façon, et bien même moi, je la comprends mieux. Moi, j'ai interrogé des élèves, vous allez le voir, ils disent ça, des sixièmes, ils disent ça. Moi, je buvais du petit lait. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe quand tu apprends tout ça? Et la gamine, elle le dit, vous allez voir, elle dit, ben, en fait, quand j'apprends à Mohamed, je lui apprends ça, ben, en fait, moi, je le comprends mieux. Et c'est génial, quoi. C'est exactement ce qu'on veut. C'est que Mohamed, il progresse, et Coralie aussi. Parce que c'était Mohamed et Coralie dans ce cas présent. Et donc, voilà, c'est un peu ce que vous avez fait tout à l'heure, quoi. C'est qu'avec vos interactions, vous avez tous un petit peu progressé. Et donc, c'est la collaboration. Donc voilà, Vincent, il travaille là-dessus. C'était juste pour vous notifier cette avancée. On en entend beaucoup parler en ce moment. J'ai juste une question. Du coup, à quel moment les bons, ils apprennent? C'est qu'il y a un moment de classe, de cours magistral, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et après, on alterne, en fait. Ouais, c'est-à-dire que toute la classe n'est pas organisée en classe mutuelle. Ce qu'il fait, Vincent, c'est qu'il fait en gros 10 minutes de magistral. Et après, il balance les exercices. Et du coup, et alors les élèves prennent des photos du tableau, parce que c'est eux qui ont commencé à leur demander, mais monsieur, est-ce qu'on pourrait, c'est pas la peine qu'on recopie le truc, on n'a qu'à prendre la photo avec le téléphone du tableau, puisque là, le truc qu'a fait Damien, c'est génial, c'est hyper bien expliqué, le schéma il est parfait, ben oui, allez-y, prenez ça. Et puis, il s'est un peu laissé déborder, il a accepté aussi de voir comment le vent tournait dans sa classe. Alors après, il est sans doute dans une classe où ça tourne pas mal, mais il y a des élèves qui ont plus de problèmes que d'autres. Donc, 10 minutes de magistral, le reste en atelier comme ça. Et puis après, je pense qu'il fait un retour aussi. Voilà. Mais je ne pense pas que toutes les heures soient en classe mutuelle. Je ne pense pas. Mais plus ça va et plus il va vers ça, en tout cas. C'est la démarche dans laquelle il est actuellement. Mais encore une fois, il a trouvé la solution à son problème. Et ça ne veut pas dire que ça sera la solution au vôtre. C'est que, tiens, à un moment donné, ben voilà, vous avez des vitres, vous n'avez pas de tableau, ben écrivez sur les vitres. Ça se fait, ça ne pose pas de problème. Et puis, voilà, au moins les gamins, ils font des schémas, ils expliquent, ils font des interactions. Si c'est pas votre... enfin, vous essaierez, quoi. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, vous allez avoir des tableaux. Ah ben ouais, les post-it sur les vitres, bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a bien des classes où on va dire, oui, mais nous, un tableau, voilà, équiper 5 tableaux, ça vaut 1000 € dans une classe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tel bahut, il n'a pas 1000 € à mettre dans la salle de monsieur machin. Et par contre, 10 Véleda en plus, peut-être c'est jouable. Et avec un truc de pchit acheté à Super U, ben, s'il le faut, voilà, des tableaux, il y en a 4 potentiellement, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas l'idéal. Mais l'idéal, c'est qu'ils écrivent ce qu'ils produisent. Ah, tiens, ça c'est rigolo. Je ne savais pas que ça allait faire un bruit. Comment on fait? Je peux essayer de faire du sample, mais... Je suis en on. Voilà. Le son ne change pas après, c'est ça qui est... C'était peut-être ça qui bloquait ou pas? Bon là en plus on a des...
Ouais, on a la chance, et puis en plus, ils s'entraînent à filmer tout un tas de trucs, donc on a un dispositif digne de MTV, je pense. Donc là, je vais vous présenter en fait un dispositif que j'ai imaginé l'an dernier. L'an dernier, je n'avais pas prévu de travailler sur les espaces scolaires. Je suis tombé là-dessus par obligation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais des élèves face à moi et je ne faisais plus cours. Parce que, je vais vous raconter un petit peu le parcours, je ne faisais plus classe. Parce que les élèves avaient perdu toute attention. Je travaille dans un établissement dit innovant, c'est un collège public qui est tout neuf, et qui s'appelle le collège innovant Pierre-Emmanuel. Et ce mot d'innovant fait que ça a attiré, voilà, comme par aspiration, ça a attiré tous les gens, tous les parents qui avaient un besoin d'éducation un peu particulier. Que ce soit sur des élèves à, merci les gars, des élèves à besoins particuliers parce qu'ils étaient précoces, d'autres parce qu'ils étaient dyslexiques, d'autres qu'on voulait mettre en SECPA et les parents ne voulaient pas, d'autres qu'on voulait mettre en IME. Donc des profils hyper larges, une classe avec une hétérogénéité maximale. Donc à un moment donné, honnêtement, moi j'ai passé 2 mois en me disant mais je ne peux pas faire cours dans cette classe de 6e. Ça n'est pas possible. On avait la chance d'avoir plus de salles que prévu dans l'établissement, donc j'ai commencé à me dire il va falloir réfléchir sur les espaces. Donc expérimentation qui a été faite l'an dernier au collège. Voilà. J'avais une classe d'hyperactifs, quoi, en gros. Hein. J'avais une classe comme ça, voilà. Voilà, comme la classe de Madame Bémol, quoi. J'avais le problème pour faire court parce que les gamins, voilà, il n'y a que moi qui était pas flou sur la photo. Et puis j'ai regardé ce document de l'OCDE et j'ai vu qu'il y avait 13%, vous voyez, c'est ici, 13% des besoins de formation, selon les enseignants, portent sur la gestion de la classe et le comportement des élèves. Il y a 13% des profs qui disent « moi je veux des formations là-dessus ». C'est pas rien. Donc j'avais 2 constats. Je fais 2 constats. Mon constat personnel, c'est manque d'attention, comme je vous l'ai dit, énorme hétérogénéité des élèves, manque d'autonomie des élèves, aucune autonomie, pour la plupart, hein, pas pour tous. La bougeotte, voilà, la bougeotte, c'est hyperactivité, c'est des gamins qui bougent, quoi. Des gamins qui, à un moment donné, moi ça m'était jamais arrivé, ils me disent « Monsieur, est-ce que je peux me lever ?» Alors qu'on n'était pas, il n'y avait pas besoin de se lever. Mais est-ce que je peux me mettre debout pour vous écouter, mais debout? Bon. Je dis, ben non, Johanna, tu vas rester assis, parce qu'autrement, si tout le monde demande de se mettre debout, ça va être un peu gênant. D'autres, quand je passais une vidéo, je vous jure que c'est vrai, je passe une vidéo, et j'ai 2 gamins qui glissent de la chaise et qui se mettent par terre. Je dis, bon, ils ont glissé, il y a un problème, les chaises doivent être paraffinées ou quoi. Rien du tout, quoi. C'est que dans leur tête, eh ben, ils allaient au sol, quoi, à ce moment-là, 6e. Bon, alors je les ai remis, puis voilà, j'étais obligé de les observer, ces gamins-là, de dire, attends, ils veulent se mettre debout, ils veulent se mettre assis, ils n'arrivent pas à tenir en place, ils tiennent 2 minutes concentrés. Les bons s'ennuient, forcément, parce qu'ils sont comme ça, ils attendent que ça se passe, mais il n'y a rien qui se passe. Donc c'est gênant aussi, quoi. Et parfois, mais je l'ai mis en dernier, parfois de l'agressivité. C'est-à-dire des élèves qui, parce que ça s'est mal passé dans la cour, parce que ça s'est mal passé dans les couloirs, parce que le bahut, ils ont fait des salles un peu plus grandes que la moyenne, mais du coup, ils ont rogné sur les couloirs. Donc du coup, dans les couloirs, quand tu es dans un bahut où il peut y avoir des problèmes, dans les couloirs, c'est là où ça chauffe. Et après, toi, tu les fais rentrer en classe. Enfin, t'essaies. Et du coup, un peu d'agressivité quelquefois dans l'entrée en classe. Bon, ça, c'est mon constat personnel. Derrière ça, il y a un constat sociétal. C'est que la société, comme vous le voyez sur ces 2 images, elle a énormément évolué. Okay, on est passé des zeppelins aux drones, en gros, en une 50aine d'années. Par contre, l'école, on est passé de ça à ça en 50 ans. Et on pourrait même voilà, aller plus loin sur la période. L'école, elle a peu évolué. Même quand vous tapez, c'est ce que Vincent il dit, quand vous tapez école du futur sur Google, vous avez une image, vous voyez une salle de classe exactement comme celle-là, avec un tableau, il est super beau, il brille et tout, et les gamins, ils ont chacun une tablette. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a changé là-dedans, quoi? On a juste pris un outil numérique et on a remplacé le papier par un écran. On peut sans doute aller plus loin.
Donc ça, c'est le constat un peu sociétal qui fait qu'on élève, voilà, on éduque nos gamins les uns derrière les autres. Comme elle le disait Catherine Bizot-Becchetti, ça fait partie d'une façon de faire à une certaine époque, très légitime. Quelquefois, c'est très légitime, mais c'est peut-être pas suffisant. Et en plus, on ne travaille pas ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle. Selon l'OCDE, ces compétences-là, elles sont très claires, c'est la collaboration, la communication, les compétences liées au numérique, et puis les habiletés sociales et culturelles, la citoyenneté. Être capable d'interagir, d'accepter ce que dit l'autre, ce que vous avez travaillé tout à l'heure. Collaboration, communication, compétences liées au numérique, habiletés sociales, culturelles et la citoyenneté. Être capable de ne pas s'énerver quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Alors nous, on est adultes, on sait le faire, mais les élèves, ils ont à l'apprendre. Ça, c'est des compétences qui ne sont pas forcément toutes inscrites dans le socle, mais en tout cas, c'est ce que l'OCDE nous dit, c'est celles-là qui sont les plus importantes pour le XXIe siècle. Bon. J'avais été dans un établissement scolaire où j'avais commencé, comme tout le monde, à mettre un îlot, voilà, je m'étais mis d'accord avec une collègue, voilà. Et puis j'avais été sur Internet, j'avais rêvé, quoi. J'étais allé voir cette école qui est à Londres, j'avais été voir... ça, c'est la salle du LP2I dont je vous ai parlé, où ils ont imaginé le scénario des experts. Donc vous voyez, hein, vous repérez les tableaux, vous repérez les chaises à roulettes, une salle qui est tout en longueur, avec des élèves qui sont en train de travailler en groupe avec d'autres élèves. Et le prof qui est là, qui prend des photos. Donc voilà, j'avais rêvé aussi sur cette salle Éclat qui est au nord de Lyon, avec trucs super connectés. Bon, très bien, mais moi, j'avais pas forcément ça. J'avais rêvé en regardant ces chaises, forcément, comme tout le monde. J'avais voulu en voler un jour avec Ritech, mec. Mais bon, une chaise comme ça coûte très cher. Et pour équiper une salle de classe, il faut 12 000 € pour des chaises Node, en gros, quoi. Donc voilà, mon chef d'établissement, je ne lui ai même pas posé la question. Et puis je retournais à mon constat personnel, manque d'attention, grande hétérogénéité de la classe, manque d'autonomie, la bougeotte, agressivité. Moi, j'avais toujours ce problème-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, est-ce que l'organisation de l'espace, est-ce qu'elle va pouvoir améliorer le climat de ma classe? Et donc, refaire venir de l'attention, capter l'attention des élèves. Alors j'ai interrogé les profs pour savoir si eux-mêmes partageaient le même problème. Et je dis, quelle est selon vous la principale raison qui nous empêche de bien faire cours pour le moment? Les incivilités entre élèves, en bleu, les incivilités envers les profs, en rouge, vous avez vu que ça y est même pas, hein, 0%. L'incapacité des élèves à se concentrer, orange, le manque d'intérêt pour l'école, bon, on a 10%, et le manque de matériel des élèves nous empêche de bien faire cours. Donc en fait, on a 20% d'incivilité entre élèves, on a 10% de manque d'intérêt pour l'école, et puis on a 70% l'incapacité des élèves à se concentrer. Donc c'est bien là-dessus, j'avais la conviction que c'était bien là-dessus qu'il fallait agir et qu'il fallait trouver quelque chose. C'était les enseignants qui avaient la même classe? Bien sûr, c'était les enseignants du collège. Ouais. Les enseignants qui avaient cette classe, ouais. Parallèlement à ça, je suivais un MOOC, celui des Saventuriers, vous connaissez peut-être, qui... Bon, je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout, mais en fait, l'idée, c'était de mettre les élèves en position de petits, entre guillemets, scientifiques, pour qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur la résolution des problèmes qu'ils rencontraient. Et je me suis dit, tiens, ben, on va faire ça avec les élèves. Donc je leur ai fait faire un plan de leur classe. Chacun a dessiné le plan idéal de la classe. Rassurez-vous, les élèves ne sont pas des architectes, ils n'ont pas sorti la solution miracle, pas du tout. Mais ça me permettait en tout cas de les impliquer je leur ai dit, on va faire une nouvelle salle. Pour le moment, on est ici, mais on va faire une nouvelle salle ensemble. Et comment elle pourrait être cette salle pour qu'on travaille mieux? On va mettre des plantes vertes, on va mettre un coin un peu tranquille à l'écart, on va mettre les tables comme vous le désirez, et puis sur un point rouge, vous vous mettrez comme ça, où vous voulez être. Là, vous avez un bon élève, il veut être juste en face le tableau. Là. Il y en a plein qui étaient au fond. Donc j'ai eu différentes façons, mais c'est pas là-dessus que je suis allé, je ne vais pas vous mentir en vous disant j'ai compilé tout ça, et non. Si, j'ai mis des plantes vertes, si, c'est génial, il faut juste gérer l'été. Mais non, c'est très très bien. Et puis ça permet d'occuper aussi des élèves qui soit qui rentrent pas dans la tâche tout de suite, ou alors qui ont fini, monsieur, je peux aller arroser les fleurs, mais bien sûr. Et puis c'est chouette. Et puis je trouve que c'est très très il y a de l'humanité dans tout ça et c'est très très bien. Donc voilà, ils ont fait un petit plan, ils ont répondu à des questions. Alors, je vais vous en lire quelques-unes.
Je pense que l'espace en français est bien organisé, actuellement. Je crois qu'on doit réorganiser la salle. Je sais pas moi, je préfère travailler seul. Je préfère travailler avec une autre personne. Je préfère travailler à 3 ou 4. J'ai du mal à rester assis longtemps. J'aimerais faire de la relaxation quelquefois pendant 5 minutes. Enfin, je leur ai posé 10 000 questions pour les connaître un peu mieux, pour savoir ce qu'ils pensaient vraiment. Voilà, par exemple. J'aime quand il y a du bruit dans la classe, parce que ça fait un peu d'ambiance. Il y en a qui ont peur du silence. Et c'est vrai qu'il y en a, ils disent « mais ça me stresse le silence ». Mais ouais, mais moi c'est le bruit qui me stresse. Mais bon, on va essayer de composer, on va essayer de faire un entre-deux si ça te dérange pas. Je reviens toujours à mon constat personnel. Et donc la grande hétérogénéité, je me suis dit je vais la différencier par l'espace. Je vais différencier mon espace et en fonction des groupes d'élèves. Vous allez voir comment j'ai fait. Le manque d'autonomie, eh bien, s'ils ne sont pas autonomes tout seuls, on va apporter de la coopération. À plusieurs, on va pallier un petit peu ce problème, sachant quand même que les scientifiques, encore une fois, nous disent il faut arrêter avec ce délire de l'autonomie. Un élève en 6e n'est pas autonome. Être autonome, c'est être capable de se fixer des objectifs, d'analyser pourquoi on ne les a pas atteints et de réorienter pour les atteindre. Vous imaginez un peu un élève de 6e, quoi. Déjà, se fixer des objectifs, c'est compliqué. On essaie de rendre ce mot d'autonomie, il faut savoir exactement ce qu'on y met dessous, quoi. Parce qu'un élève, s'il est là, c'est que justement, il n'est pas autonome et il le sera. Il faut aller vers l'autonomie, mais il ne faut pas dire « cet élève n'est pas autonome », parce qu'un élève n'est pas autonome. Il doit l'être quand il est en BTS, sans doute, mais bon, voilà. Donc, c'est le chemin de l'autonomie. La bougeotte, différencier un peu par le mobilier. Vous verrez comment. Et l'agressivité, offrir aussi un espèce que j'ai appelé le sas de décompression, qui au bout d'un moment a perdu sa fonction de sas de décompression, a trouvé une autre fonction, vous verrez. Et tout ça, je me disais que ça allait résoudre mon problème, qui est le manque d'attention des élèves. Alors je me suis dit, voilà, j'ai ma salle, j'ai mon tableau ici, je vais prendre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 élèves qui posent vraiment problème, qui sont absolument pas autonomes, qui sont très faibles, sur qui il faut que je sois toujours en train de dire hey, tu écoutes, voilà, tu es là, tu m'écoutes. Il faut les solliciter sans arrêt. Ces élèves, je les ai mis devant, comme ça, tous devant. Et vous voyez, il y en a un qui est à l'écart, parce que lui-même, il n'arrivait pas à être à côté des autres. Un élève précoce, et lui, il était bien à l'écart, voilà. Et les autres, je les avais en enfilade devant moi, au plus proche. J'étais disponible vraiment beaucoup pour eux. Ensuite, j'ai fait des îlots d'élèves qui étaient capables de coopérer. Si je mets un gamin rouge, dans l'îlot, je suis sûr que l'îlot prend feu. Donc ces gamins, il faut qu'ils soient vraiment en face de moi. Dans les îlots, on a des gamins, voilà, un peu entre deux, capables de coopérer à peu près sérieusement. Et au fond, tournés vers le mur, car même pas vers moi, des élèves excellents, qui sont plutôt autonomes et qui sont capables de travailler tout seuls, pendant un moment en tout cas. Et rapides surtout. Donc des élèves performants. Peu autonomes, des élèves capables de collaborer et des élèves très autonomes et surtout très performants. La salle, elle était comme ça quand on est arrivé. J'ai pris quelques élèves. J'ai pris ceux-là. Ceux-là, je les ai beaucoup impliqués dans le truc. J'ai dit, vous allez voir, on va préparer la salle, vous allez me donner un coup de main. Je me suis mis un peu dans la poche les élèves qui étaient le plus... Voilà, en difficulté d'attention, je leur ai dit, voilà, cette salle, c'est hyper important, on ira pas tout de suite, mais il faut que vous m'aidiez à la faire. Donc voilà, ils m'ont aidé à la faire. En gros, vous voyez, au fond, tournés vers le mur, les performants. Là, on fait les îlots. Excusez pour le son, c'est pas terrible. Là, on fait les îlots et on a un groupe d'élèves qui vont être devant. Donc voilà, on est comme ça au niveau de la présentation. Et ensuite, hop, c'est bon. Et ensuite, je pense qu'il y a une petite vidéo. Ouais. En fait, quand on a fini nos exercices, on prend la tablette et on peut se corriger en ligne sur un site. Ce site contient un QR code qui est affiché ici, qui sert à se corriger sans déranger les autres. Nous allons vous faire la démonstration.
Ouais, c'est très drôle. Nous allons. Mais ouais, c'est ça. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Nous le scannons. Jamais il dirait ça. Oui. Ah mais tu filmes de suite parce qu'il parle jamais comme ça normalement. Et la vidéo se lance. Toute la correction sur notre travail. La voix de groupe pour nous expliquer comment il faut faire, ce qu'il faut, les bonnes réponses et comment s'améliorer. Tout à fait. Tout à fait. Je valide, mon collègue. Parce que ceux à l'arrière sont un peu solitaires. Ouais. Ils travaillent un peu plus vite que ceux qui sont dans les îlots et ceux qui sont devant. Quand nous avons fini, nous allons faire des heures pour aussi finir ce travail. Voilà. Donc ces gamins, ils sont au fond, ils travaillent très vite. Je leur ai fait la correction sous forme, voilà, là on travaillait sur une séquence autour de Tintin, autour d'un album donc, de bande dessinée. Et à la fin de la fiche qu'ils doivent remplir, ils ont un QR code, ils le flashent, ils arrivent sur une vidéo voilà, la vidéo... je ne sais pas si elle se... Ouais, voilà, elle s'est lancée, pardon. La vidéo, vous la voyez un petit peu là-haut, elle présente en vert. Le 5e exercice semble être une rédaction, mais en fait, c'est aussi un exercice de conjugaison, car tu dois utiliser au moins 10 verbes au passé composé. Tu peux t'inspirer de ma correction pour vérifier que tes verbes à toi sont aussi bien au passé composé. Tu peux aussi voir la fiche qu'on a fait la dernière fois, la séance 2, pour te rappeler ce que c'est que le passé composé. Alors ça prend un temps fou, hein, forcément. Voilà. On peut très bien aussi donner des corrections en papier à l'élève pour qu'il se corrige. Bon, là, moi, j'avais voulu faire un truc total numérique, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. On peut très bien dire, allez, maintenant, vous avez fini. Hop. Bon, voilà, autre chose. Il arrive toujours après un décalage entre deux choses. Bon, ça me permet de leur expliquer un petit peu, voilà, personnellement. Je ne lis pas juste ce qu'il y a écrit, j'explique un peu mieux. Je l'ai fait sur une séance, mais sur le reste du temps, en général, je leur donnais des corrections papier. Donc ceux-là, ils bossent très rapidement, et quand ils ont fini de travailler, ils vont aider les autres qui ont besoin d'eux. Ça, c'est génial. Et vous voyez que même de temps en temps, il y en a dans les îlots qui disent « Et moi, est-ce que je peux aller aider les autres ?» Le moment le plus étonnant, c'est quand vous avez un élève de là qui vous dit « Et moi, je vais aider qui ?» Et là, j'avoue que je n'avais pas prévu qu'un élève en grande difficulté me dise « Moi, je peux aller aider qui ?» Mais en même temps, c'était très intéressant. Parce que cet élève, il a compris que c'était hyper valorisant d'aider les autres. Et lui aussi, il veut être valorisé et il veut être celui qui aide les autres. Donc, il faut lui trouver une tâche. Alors, il faut regarder dans sa copie, dire voilà, waouh, cet exercice, tu l'as super bien réussi. Tu es le chef de cet exercice, tu fais tout le tour de la classe et tu vérifies cet exercice pour tout le monde. Et il fait le tour, voilà, il regarde. On lui a donné une bonne petite tâche, normalement, il ne va pas trop perturber, et puis on a un œil quand même dessus. Mais c'est chouette, quoi. Il faut accepter de la circulation, mais honnêtement, c'est très intéressant. Et moi, je suis toujours quand même disponible, surtout pour eux, sachant que j'ai mes adjoints qui sont allés aider un peu dans les groupes et qui ont corrigé, qui sont voilà, de toute façon des élèves un petit peu choisis, et eux-mêmes vont monter en performance en expliquant aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter leur niveau en expliquant aux autres, ils vont jouer un petit peu à l'enseignant, et ils font ça plutôt bien. Si ça vous intéresse, la collaboration, sachez qu'il y a un des spécialistes qui s'appelle Sylvain Connac, SP de Montpellier. Donc, quelle est la différence entre la collaboration et la coopération? C'est toujours un débat sans fin. La coopération peut être entendue comme ce qui découle des pratiques d'aide, d'entraide, de tutorat, de travail de groupe. La collaboration désigne un sous-ensemble de la coopération. Elle pointe les activités de travail où les coopérateurs sont dans une situation symétrique du projet. Donc soit il y en a un qui est un peu en position de surplomb, soit ils sont tous au même niveau, en gros. En tout cas, il y a le numéro 114 donc, des livrets de veille là, de l'IFE qui est sur ce thème-là. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le consulter.
Alors justement, qu'est-ce que ça apporte? Là, j'ai interviewé un élève qui est dans les groupes et qui reçoit de la collaboration. Vous allez voir, hein, on a un niveau de langage qui est complètement différent. Vous avez vu tout à l'heure qu'Antoine, quand je le filmais de suite, j'avais pas prévu, mais j'ai dit, mais non, mais Antoine, détends-toi, parle normalement. Non, nous avons fait ça, nous allons faire ceci, on aurait dit qu'il était sur une chaîne de télé. C'était assez rigolo. Et là, vous allez voir donc une élève qui n'est pas une élève performante, qui est une élève normalement qui est dans les îlots, mais qui aide, voilà, qui est allée aider les autres. Et là, donc ça c'est Coralie, ça c'est Mohamed. Mohamed, il explique assez bien avec ses mots que voilà, c'est une élève en grande difficulté, ce qu'il reçoit. Je travaille sur l'épisode de Tintin, du pharaon. Là, ça a porté sur le verbe, sur des verbes au tout début. Maintenant, c'est sur l'attribut du sujet et l'épithète du nom. Oui, parfois parce que dans certains exercices, ben, on a besoin un peu d'aide parce qu'on n'arrive pas. Il y a certaines personnes qui arrivent, alors comme ils arrivent, alors c'est mieux qu'ils viennent nous aider pour voilà, qu'ils apportent de l'aide aux autres. Ça dépend, parfois c'est Coralie comme elle est en face de moi, ou Ever, ou voilà, ça dépend des personnes qui sont libres. Là déjà, eh ben, ils nous expliquent déjà la consigne et tout. Et après, ils nous disent déjà ça qu'ils ont fait eux. Est-ce que ça nous inspire ou est-ce que ça rien. Et après, en fait, ben nous, on trouve un peu une inspiration et on demande après, si on a des mots qu'on ne comprend pas. La fameuse inspiration. On demande comment ça s'écrit, ils nous aident. Alors, est-ce que comment tu fais pour aider les autres? Je leur explique la consigne. Je leur demande s'ils ont compris. S'ils n'ont pas compris, je leur encore explique. Ça, je leur redis. Quand ils me disent qu'ils ont compris, je leur donne des idées. Genre, en fait, je dis qu'est-ce que j'ai fait moi. Et, ça leur donne des idées. Et après, ils écrivent et ils réussissent. Tu prends du plaisir à aider les autres? Oui. Parce que des fois, en fait, moi j'aime bien aider les gens parce que comme ça leur donne un peu plus de... Enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait. Du plaisir à les aider en fait. À les aider à avancer dans le travail. Oui. Par exemple, dans la consigne du 4, eh bien, moi j'avais compris, mais j'avais pas très bien compris, mais j'avais réussi à le faire. Et quand j'ai expliqué à Ryan et Abdel, eh bien, j'ai pu encore plus comprendre pour pouvoir plus les aider, en fait. Donc ça, c'est très intéressant, quoi. C'est qu'elle parle de plaisir d'elle-même, avec son sourire, là, elle dit, ben, moi, en fait, ça me procure du plaisir. Donc déjà, s'il se passe ça dans une classe, ben, c'est génial, voilà. Parce que c'est vraiment une élève qui est laborieuse, quoi, qui est sérieuse, mais qui c'est pas facile pour elle du tout. Et du coup, quand elle va aider les autres, eh bien, comme elle le dit, eh bien, elle arrive à elle-même monter en compétence. C'est une classe dans laquelle je faisais pas cours, quoi. Je faisais plus cours, enfin, je n'avais pas fait cours. Et en faisant ce projet-là, ben, finalement, il s'est passé vraiment des choses. Alors, je vais parler des élèves qui vont en bas, qui vont dessus, qui vont dessous, qui bougent sans arrêt et qui perturbent 4 élèves autour d'eux parce qu'ils ne tiennent pas en place sur la chaise. Je suis allé dans le... Alors ça coûte très cher, hein, c'est la société Ergoton qui faut ça, c'est mobile, tout ça, je sais pas, ça vaut 600 balles. Moi, je suis allé à la cafétéria du collège, j'ai dit par contre, je vous pique une table, hop, table haute, un manche debout, et j'ai mis ça dans la classe. Et je l'ai mis ici, là, en haut, voilà, il y avait un espace un peu libre. Du coup, j'ai posé une plante dessus, et j'ai dit à un élève, écoute, maintenant, toi, tu vas aller travailler là, un peu debout, puisque tu as toujours envie de te mettre debout. Manque de peau, c'était l'élève le plus petit de la classe que j'ai mis sur le truc, donc vous allez voir, ça donne ça. Mais Hugo, il était très bien là. Enfin, honnêtement, il a passé beaucoup de temps là. Alors bien sûr, hein, le deal était clair entre nous. Il pouvait aller se rasseoir quand il voulait, tout ça. Mais lui, il était très bien parce qu'il faisait ça, il se mettait comme ça, enfin voilà. Et ça lui allait très bien. Il a passé énormément de temps là, en français. Hein, il n'était pas en cours dans toutes les disciplines, bien sûr, là.
Mais voilà, très bien. Hein, et à la fin de l'année, là on est avant de Noël, hein, à la fin de l'année, de plus en plus il voulait aller se rasseoir. Ouais. Mais il a tenu quand même. Hein. Il a tenu. Non, mais en fait, de lui-même, il a compris que voilà, il s'est rendu compte qu'il avait, voilà, il avait un petit peu besoin de s'asseoir. Je l'ai plus cet élève cette année, mais j'aimerais bien voir comment il est en classe maintenant. C'est votre classe ou c'est partagé avec d'autres lycées? Alors, bien sûr, l'idée c'est que l'an dernier, on a ouvert le bahut avec la moitié des élèves, c'est-à-dire 6e, 4e. Quand les 6e et les 4e sont devenus des 5e et des 3e, on a repris des 6e et des 4e cette année, donc, et là on est à plein. Donc bien sûr, on avait des salles, bon, on était très riches. Cette salle, moi je l'utilisais qu'en français, avec seulement cette classe, enfin avec 2 classes de 6e en fait. Et les 4e, je ne les ai pas mis là l'an dernier. Et j'en ai parlé à mes collègues l'an dernier, j'ai dit bon voilà, j'ai fait ça a été sympa, tout ça. Et ce que j'ai demandé, c'est à changer de salle. J'ai dit voilà, je laisse ça là, comme ça. Parce que mes collègues ont dit ah ben ouais, moi j'aimerais bien essayer, tout ça. J'ai dit tu prends la salle. Et là c'est une collègue d'anglais qui est dans cette salle, moi je suis ailleurs, parce que j'ai des grands, j'ai des 4e et 3e. Et je travaille sur d'autres dispositifs. Et du coup, cette salle, elle est toujours comme ça, mais c'est une prof d'anglais qui y a. C'est 2-3 collègues d'anglais qui l'ont. Et qui l'ont mis à leur sauce. Et des profs ont dit, mais moi aussi je vais prendre un manche debout à la cafette et je vais aller me l'installer, pareil, pour tel élève ou tel élève. Et puis le petit dispositif que vous allez voir maintenant aussi, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et pour se moquer de moi, ils me disent, j'ai fait un coin Bruno-Vergne, le coin Bruno-Vergne, c'est ça justement. C'est l'espèce de petit coin un peu isolé, un peu sympa, entre guillemets, qui était à la base fait pour gérer l'agressivité des gamins. Ceux qui, quand ils rentrent en classe, sont dans un état tel qu'on est obligé de focaliser notre attention sur eux. Donc ces élèves-là, je dis, écoute, hop, tu vas un peu au fond. C'est pas du tout un coin punition, hein, c'est un coin plutôt sympa. Rubik's Cube, plante verte. Bon, j'ai pas mis de tireuse à bière, mais bon, c'était la limite. Mais c'était vraiment... Non, c'est un coin sympa. Il y a des bouquins, il y a des BD. On est assis un peu au ras du sol, voilà, comme avec des poufs comme ça. Vous allez le voir. Donc cet élève, hop, à un moment donné, parce que je sais que je l'ai repéré dans le couloir déjà, hein, que cet élève-là, il faisait des bonds de 2 mètres. Et j'ai dit, toi, tu vas aller lire 5 minutes et tu vas te poser. Là, il y a une grande fenêtre, donc c'est ouverture sur l'extérieur et le gamin, il peut souffler un petit peu. Et quelquefois même, il prenait tout le cours depuis là-bas. Petite table, et il faisait son truc là-bas, dans son cocon. Du coup, tout l'îlot peut travailler, et lui aussi peut travailler. Moi, j'ai gagné, tout le monde a gagné, quoi, hein, au final. Hein. Voilà, par exemple. Alors ça, c'est pas un élève qui était, on va dire, vous avez vu, la grande fenêtre. J'ai déplacé une armoire. C'est un peu sombre, hein, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai déplacé une armoire pour faire un petit côté isolé. Il y a un petit tapis, il y a un petit pouf, il y a des bouquins, il y a des Rubik's Cube. Bon, et du coup, c'est un coin un peu à part. Mais j'ai plus besoin de gérer l'agressivité, puisque ces gamins, quand ils arrivaient dans cet espace-là, il y avait moins d'agressivité. Puisqu'eux, ils avaient du travail, ils avaient quelqu'un pour les aider à faire ce travail. J'ai eu très peu de fois à dire à un gamin, écoute, maintenant, tu vas là-bas, te calmer un peu et tu reviendras en 5 minutes. Ça a dû arriver 5 fois. Mais par contre, ce lieu, je lui ai trouvé une autre définition, c'était motiver certains élèves, notamment EIP. Je trouve que c'est les élèves les plus complexes hein, à gérer dans nos classes. C'est des élèves qui ont tout dans la tête et qui disent « Non, mais moi, je n'ai pas besoin de passer par l'écrit, c'est bon, j'ai compris. » Et en effet, ils ont compris souvent. Et que dire à ces élèves? Parce qu'on dit « Ouais, bah alors si tu as compris, vas-y, dis-le-moi. » Et là, il te ressort tout. Tu dis, bon, ok, t'as compris, mais j'aimerais bien que tu écrives sur ton cahier pour tes parents, quoi, parce que tu vois, autrement, que dire à ces élèves? Donc ces élèves-là, moi, je les ai motivés en disant, écoute, Nathan, tu vas écrire le truc sur ton cahier. Quand tu as fini d'écrire, tu sais quoi? Tu vas lire des BD tranquille là-bas au fond. Ah ouais, super. Donc cet espace-là est devenu une espèce de coin de lecture qui m'a permis de motiver certains élèves pour dire, quand tu as fini, tu vas te mettre là-bas tranquille. Donc, ok, Nathan, il avait très vite fait, mais il ne tenait pas en place, Nathan. Vous avez vu, il était plutôt devant, normalement. Et donc, ça me permettait d'aller le mettre au fond. Vous allez l'entendre parler un petit peu. Ben ici, en fait, quand on a fini notre travail, on peut lire des BD. Moi, je lis Picsou. On peut lire d'autres livres qu'il y a parmi cet espace. Et bien, en fait, là-bas, du coup, j'essaie de travailler un peu plus. De travailler un peu mieux, comme ça après j'ai plus de temps pour lire ici.
Vous avez vu, hein, super niveau de langue, c'est un élève qui est à fond avec les adultes, qui fuit les élèves, qui veut aller vers les adultes, qui s'exprime super bien. Voilà, c'est pas un élève en difficulté, c'est un élève qui est au contraire très en avance, trop en avance. Et voilà, et donc il a très bien compris le truc. Hein. Lui, son but, lire Picsou, quoi. Et donc, on fait cohabiter mon but et son but. Donc du coup, on arrive à faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Ah oui, il faut que je vous parle de ces petits dispositifs-là qui m'a rendu bien des services aussi. C'est tout bête, c'est des petites cartes. C'est des cartes comme ça que j'ai fabriquées, où les élèves, en fait, je leur donne en début de cours. Je les fais rentrer, je leur donne tout de suite en début de cours, et en fait, ils marquent leur nom, voilà, et ils marquent leur niveau sur un espèce de compteur, comme un truc de voiture, et ils marquent leur niveau d'agressivité. Et ils disent, moi, j'en suis ici, là. Moi, j'en suis là, comme ça. Ou alors il y en a un qui m'a demandé un jour, est-ce que je peux faire déborder la flèche? Je me suis dit, oula, je vous promets que c'est vrai, j'ai eu très peur. Et donc, ils la remplissent en début de cours, ils la laissent poser sur le bord, et puis en fin de cours, ils la remplissent de nouveau. Moi, ça me permet de voir deux choses, c'est que la plupart du temps, ben, la flèche, elle est bien plus vers l'apaisement. Donc moi, ça me fait une espèce de compteur comme ça. Et vous devez vous demander pourquoi il y en a deux. En fait, celle-là, j'ai parlé de ça à ma collègue de maths, et ma collègue de maths, elle a dit, attends, mais tu pourrais pas m'y faire des graduations sur ta carte, là? Parce que moi, je vais les récupérer, et on va faire des stats. Donc, en fait, elle s'est dit, tiens, ben voilà, c'est divisé, on va travailler sur les fractions, tout ça, à partir de ces cartes, on va dire, tiens, ben, de combien j'ai perdu, combien j'ai gagné de concentration, ou quoi, donc c'était rigolo. Donc, elle m'a dit, ton compteur, là, il me va pas. Par contre, si tu peux le faire comme ça sera plus intéressant. Donc, voilà, pourquoi... Mais voilà, ces petites cartes, c'était sympa. Alors, c'était pas à toutes les heures. Hein. Je savais, par exemple, que l'heure de... Je sais pas, j'ai dit une bêtise, mais l'heure du lundi matin, à 11h30, à midi et demi, elle était difficile. Donc, je savais que là, il me fallait les cartes. Puis, il les attendait. Et le gamin, le fait de marquer, je suis très énervé, mais déjà, il est plus calme, quoi. Là, le fait de le dire, ça va déjà mieux. C'est tout bête, hein. C'est vraiment un truc... Mais bon, voilà, ça peut rendre quelques services éventuellement. Alors, les limites de ce dispositif, parce qu'il y a bien sûr des limites. Donc, accepter des circulations et du bruit, qu'on va qualifier de pédagogique, même s'il n'est pas toujours pédagogique. Hein. Donc, ça peut ressembler quand même à ça, une heure de classe. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques déplacements. Il faut accepter que les élèves se baladent un petit peu. Certains vont bien sûr essayer d'en jouer un petit peu aussi. Bon, mais voilà, mais ça, on connaît ce que c'est qu'un adolescent. Et donc, voilà, on les fait évoluer dans un cadre. Donc, à nous d'en fixer les limites. Donc, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est toujours ces compétences du XXIe siècle, hein, la collaboration, la communication, qui parlent, qui échangent. Voilà, numérique et les habiletés sociales. Alors, l'objectif après ça a été de faire en sorte que les élèves changent de place et tournent. C'est-à-dire qu'on ait des élèves, par exemple, d'élèves à ILO qui puissent passer dans les élèves un petit peu performants pour aller aider les autres davantage. Parce que, voilà, il y a des élèves, par contre, qui, là, se sont révélés à devoir passer ici. Bon, il a fallu faire quelques petits ajustements. Mais je vous promets que 8 élèves en grande difficulté, et souvent on en a 3 ou 4 dans les classes, on dit waouh, c'est dur là, cette classe, il y en a 4, ils sont insupportables. Là, moi j'en avais 8, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas cours, hein, clairement. Hein. Donc voilà ce dispositif. Si vous avez des questions, on peut en parler un peu. Ça dépasse un peu la question du cadre, mais entre le groupe en autonomie et ceux qui sont... Enfin, entre les îlots et les élèves en autonomie, est-ce que c'est la même fiche d'exercice que tu leur donnes? Ouais, ils ont tous la même fiche d'exercice. Ouais, tous. C'était un choix, hein, parce qu'en fait, je différencie par l'espace. Et je ne différencie pas par le travail ni par le support. Et pour qu'eux puissent correctement aider eux et eux aider eux, il faut qu'on ait le même support. Bon. Après, j'ai aussi fonctionné par fiche parce que j'avais plus les cahiers, quoi. Parce que j'avais pas les cahiers. Parce que j'ai les cahiers qui revenaient de temps en temps, éventuellement, quoi.
Alors bien sûr, hein, j'ai toujours les mêmes élèves avaient le bon cahier, mais j'ai plein d'élèves qui me disaient mais non, je l'ai plus, je l'ai pas, ou je l'ai toujours pas. Ou... Donc à un moment donné, comment travailler si on n'a pas ces supports-là? Donc ce que je faisais, c'est que chaque heure de cours, on avait une fiche. Je vais vous expliquer vraiment comment j'ai fait. Chaque heure de cours, on avait une petite fiche comme ça, recto verso, et je la leur donnais, ils la laissaient en classe. Et à la fin, ils les mettaient dans une espèce de petite pochette transparente, là, très souple, là. On les classait, donc il y en avait qui avaient des rôles aussi pour récupérer les fiches, on les mettait dans des petites boîtes de ramettes, comme ça. Et à la fin de chaque séquence, on agrafait la fiche, on remettait tout dans l'ordre. Monsieur, il me manque la 4, hop, je la lui donne, tac. On remettait tout dans l'ordre, on agrafait, et chacun avait tout le... Ben voilà, tout le travail était là. Alors c'est vrai qu'avec ça, il n'y a pas grand-chose qui revient à la maison. Ça reste en classe. Cela dit, beaucoup d'élèves, si ça revenait à la maison, c'était pas pour faire grand-chose, quoi. Donc autant que ça reste dans la classe, qu'on l'ait. Moi, je leur demande de travailler dans la classe. Les élèves performants voulaient souvent ramener ça à la maison parce que les parents voulaient avoir un œil dessus. Voilà, c'était un peu libre. Mais eux, je savais qu'ils allaient me leur ramener la fiche. Les autres, ils partaient pas avec la fiche. Ils partaient avec la fiche à la fin de la séquence. Moi, je voulais conserver tout ça parce que c'était un problème, quoi. Reviens sur la fiche 2 parce qu'il y a le passé composé. Ah oui, mais j'étais pas là, mais machin. Enfin, vous connaissez ça, hein. Et donc là, j'ai abandonné les cahiers. Les cahiers, on les a mis dans l'armoire et on n'a plus fait avec les cahiers. Ce que je faisais aussi, c'est important, c'est que j'ai travaillé sur un album de Tintin. En 6e, avec la réforme en français, on peut travailler donc sur l'album, et depuis longtemps, et puis maintenant on peut travailler en œuvre intégrale. Et sur France Culture, il y avait une adaptation de Tintin et les cigares du pharaon en audio. Et j'ai téléchargé ça et j'en ai fait comme un support vidéo, c'est-à-dire que j'ai scanné des planches de Tintin, des demi-planches, et j'ai mis par-dessus la vidéo de France Culture. C'est tout à fait, elle suit précisément l'album, la vidéo. Donc les gamins, ils avaient quelque chose qui ressemblait à une vidéo. Pendant 5 minutes, on regardait une partie, ils avaient la vidéo comme ça, ils voyaient les 5-6 planches, avec tout l'univers sonore de France Culture, qui est génial, c'est une œuvre fabuleuse. Je vous conseille vraiment de le regarder. Mais le son ne suffisait pas. Il leur fallait quand même le support avec les images pour bien comprendre. Et donc on avait captation de l'attention pendant 5 minutes au début de chaque cours. Chaque cours commençait avec une brève vidéo. C'était la lecture du texte en quelque sorte, hein. Donc eux, ils attendaient que ça. Donc on regardait ça. Les élèves du fond s'asseyaient sur leur table pour regarder la projection qui était au tableau. Une fois qu'ils avaient vu ça, j'éteignais le vidéoprojecteur, plus rien de projeté. Moi, je m'effaçais du début, du devant de la classe, je distribuais les feuilles, et puis au boulot. Et j'aidais ceux-là. D'entrée, moi, je suis ici avec ceux-là. Ceux-là commencent à travailler ensemble. Ceux-là travaillent seuls ou un peu ensemble, très très rapidement. Une fois que ceux-là ont fini, ils vont aider les autres. Moi, ça me déleste un peu, je peux aussi naviguer un peu plus, parce que ceux-là sont lancés un peu dans le travail. Mais au fur et à mesure, voilà, chacun fait son boulot à son rythme, à son niveau, et on se garde 10 petites minutes à la fin pour corriger, et des fois, quand on n'avait pas le temps de corriger à la fin, on corrigeait la fois d'après, parce que, bon voilà, ces fiches, elles étaient quand même assez conséquentes, il fallait un peu de temps pour les faire. C'est pas super innovant de travailler sur des fiches à remplir, hein, pas du tout. Par contre, du coup, c'était très innovant de mettre ses élèves au travail, quoi. Parce que, de toute façon, ils ne rentraient pas. Ils rentraient dans pas grand-chose. Donc il a fallu, voilà. Quand Catherine Bizot, elle parle de faire la classe à sa façon, c'est que moi, c'est mes élèves qui ont fabriqué ce dispositif, en fait. Hein, parce qu'eux, il faut qu'ils soient comme ça. Lui, il est debout, elle est là, lui, il est au fond. Bon, ben, on différencie en fonction de ce que les élèves sont, quoi. Et du coup, donc souvent, le cours, en fait, il prend la forme d'un petit moment magistral aussi au début, comme t'expliquais pour la classe mutuelle. Ouais, parce qu'il faut faire du commun, quoi. Bon, la dernière fois, vous vous rappelez, on a fait ça. Aujourd'hui, on va voir l'épisode 7. Attention, vous allez voir, il se passe un truc terrible. Bon, il y a le petit chat qui va arriver. Par exemple, tu vois la séance où tu as travaillé le passé composé, que tu abordes une nouvelle notion. Là, c'est pareil. Tu as un petit moment collectif et puis après, chacun s'approprie. Bien sûr, bien sûr. Et la leçon, elle est sur la fiche que je leur donne. C'est-à-dire que sur la fiche que je leur donne, il y a à un moment donné la petite leçon très courte, écrite par moi. Comme ça, tout le monde là a une trace propre et claire et ils peuvent y revenir pour faire les exercices. Et là, effectivement, il y a un petit moment, le plus court possible, hein, mais un petit moment magistral. En 6e, ils ont déjà vu le passé composé, pour certains, mais il y en a d'autres qui le redécouvrent, bien sûr. Donc,
Et puis le passé composé, on le reverra dans la séance, dans l'autre séance. Et puis après, voilà, on intégrera les verbes qui posent problème et les accords qui posent problème. Et les élèves qui sont rouges et en orange, est-ce qu'à un moment donné, ils ont l'occasion de travailler avec leurs collègues qui sont en vert, à part les aider dans d'autres projets, de manière à ce qu'ils soient en interaction avec des niveaux différents? Alors, c'est-à-dire que dans le cas entre ceux-là et ceux-là, ben, par l'aide. Par l'aide, c'est-à-dire qu'eux vont venir ici pour les aider. Dans le cadre de ce cours, de cette séance particulière, eh bien non, il ne collaborera pas sur autre chose, puisque le but c'est vraiment faire cette séquence. Après, si on est sur un projet ou quoi, ça c'est pas un modèle immuable qui a duré toute l'année. La preuve, il ne dure plus. Maintenant, ces gamins-là sont en 5e, travaillent d'autres façons, mais moi, j'ai pu, à partir du mois de novembre, j'ai pu refaire classe dans cette salle. On était dans, voilà, il faut s'imaginer, hein, on était dans une classe où j'avais des élèves au fond qui se peignaient avec les marqueurs, la tête en 3 couleurs. J'avais des élèves qui glissaient par terre, j'en avais d'autres qui se poussaient, d'autres qui se levaient. Enfin, c'était quelque chose, on se dit, attends, où suis-je? Vraiment. Hein. Donc, il a fallu les mettre au boulot et cadrer, quoi. Et ils avaient besoin de ce cadre, dire, attends, vous êtes avec moi. Et puis, ce qui a été très difficile aussi, c'est de ne pas stigmatiser ces élèves-là. De faire en sorte qu'eux ne sont pas dit « Ah oui, mais nous, on est les nuls, on est devant ». C'est pas évident, quoi. J'ai essayé de leur faire comprendre, un peu de façon détournée, qu'ils avaient la chance, que moi, j'allais être là, j'allais travailler avec eux, que les autres, on allait laisser un peu tomber, mais que moi, j'allais bosser avec eux, j'allais m'occuper d'eux un peu plus. Bon, il a fallu parce qu'ils sont c'est pas pour ça qu'ils sont bêtes, quoi. Hein. Ils ont bien compris qu'ils avaient des difficultés, ils ont bien compris qu'on avait mis ici devant tous les gamins qui étaient un peu traînés à la patte. Et il a fallu que je m'occupe d'eux d'une façon un peu, voilà, il a fallu que ça soit agréable aussi pour eux d'être là, que ce soit pas être sans arrêt sous le regard du prof. Ils ont voulu des fois bosser ensemble, c'est-à-dire que je me rappelle, là, il y avait une élève, Maria, elle dit « Oui, mais est-ce que je peux me mettre en face pour aider l'autre ?» Alors elle se tournait et ils bossaient face à face. Et ça se passait bien, donc oui, il faut toujours être, voilà, c'est un cadre, mais il faut toujours être très très souple, hein, finalement. Hein. Et là, j'avais la chance d'avoir une AVS, une AESH, donc, qui était ici, et j'avais mis là, dans cet îlot, dans ce groupe-là, donc ils étaient que 3, plus elle, et j'avais mis des élèves un peu plus en difficulté, parce que je savais qu'elle, eh bien, elle était capable, voilà, de faire tourner ce petit groupe de 3, et en plus, elle était normalement, elle est uniquement là pour un élève, je le sais bien, mais là, voilà, elle était bien contente de faire un peu, d'animer un peu ce groupe de 3, ça se passait plutôt bien, parce que je ne pouvais pas en mettre trop là-dedans non plus, quoi. Mais c'est vrai que dans ce dispositif-là, ils ne se rencontraient que pour la collaboration. Après, dans plein d'autres projets qu'on a pu faire au collège, ils ont été mélangés, et dans d'autres disciplines, ils étaient mélangés de toute façon. Mais là, voilà, c'était reconquérir l'attention, parce que c'était une conquête. On avait perdu du territoire attentionnel, et il fallait le reconquérir. Et ouais, c'était... moi, j'avais 15 ans que je bossais, j'avais jamais vu ça, quoi, hein, honnêtement. Hein. Donc... bon, voilà, c'est vraiment un combat à mener pour arriver à regagner ça. Et les gamins ont adoré. Alors il faut, je conclurai par ça, c'est que là on voit juste les tables qui bougent et les élèves qui bougent. Mais en fait, ça c'est la poudre aux yeux. Ce qui est fait en amont, c'est juste le dispositif pédagogique. C'est-à-dire ces fiches de travail avec les élèves qui peuvent se déplacer. Et après, le truc de l'îlot, ben, enfin, il ne faut pas penser que c'est le mobilier qui va faire la pédagogie. Hein. La pédagogie, elle doit être pensée en fonction du mobilier. Donc moi, j'ai telle forme, j'ai tels élèves, ben, je les mets là. J'ai tels élèves, je les mets là. Et je pense ma feuille en fonction de la capacité de ces élèves-là. Mais c'est vrai que c'est le dispositif, voilà, pédagogie first, quoi. La pédagogie en premier. Et après, bon... Pour avoir tel but, qu'est-ce que je fais de mes espaces? Donc, suivant une autre discipline, eh ben, ça sera d'autres espaces. Après, on a des problèmes dans les salles de sciences. Parce que les paillasses, elles sont souvent fixées au sol. Je ne sais pas comment c'est ici. Mais voilà, ça pose des problèmes aussi. C'est les paillasses qui datent de 40 ans. Ouais, mais tu sais, dans les collèges qu'on fait, les paillasses sont fixes. Hein. Ça va bouger. Hein. Mais oui. Sauf 2 ou 3. Dans les lycées, ça a bougé, mais dans les collèges, ah ouais.
Oui, mais c'est essentiellement comme ça en métropole aussi, où il y a des paillasses qui sont fixes en ciment, là, et ça roule pas. Hein. Bon, ben, il faut inventer autre chose, quoi, si on veut les faire collaborer. Oui, il faut surtout qu'actuellement, on fait de moins en moins de travaux pratiques. En plus. Et de plus en plus de recherches sur Internet. Donc, moi, j'ai lutté dans un établissement pour qu'on enlève qu'on casse ces paillasses. Ouais. Mais ils n'ont pas voulu parce qu'on m'a juste dit, oui, mais vous demandez à ce que ça soit cassé pour demain. Et dans Ouais. un an, il y a un prof qui arrive. Un autre système, dans 2 ans, un autre système encore, et on n'a pas les moyens. Donc, oui, après, Vincent Fayet, il est prof de sciences de SVT, donc, et il fait cours dans une salle qui n'est pas une classe de SVT. Il faisait cours, enfin, quand on voit des vidéos, c'est une classe tout à fait lambda, voilà, pour avoir une classe d'histoire géo, par exemple. Une question, est-ce qu'il y a des relations privilégiées entre tuteurs, enfin bon, je dis tuteurs, Ouais. Bon, et Ouais. élèves en difficulté Ouais. Les élèves performants, je leur dis pas, tiens, toi, tu vas aider lui. C'est ça. Ben ouais, parce que je sais bien que nous aussi, on aime bien travailler avec les gens qu'on aime bien. Et donc, eux, c'est pareil. Donc, moi, je leur dis toujours, qui c'est qui a besoin d'aide? Il y en a qui lèvent la main, et je dis à l'élève qui a fini, je dis, va aider un de ceux qui a levé la main, quoi. Va aider qui tu veux. Et ils vont aller vers celui avec qui, voilà, ils savent que ça se passe plutôt bien. Après, on a des élèves qui sont prêts à aider tout le monde et qui sont super cool. Ceux-là, ouais, voilà, bon, ben, je leur dis, du coup, allez, toi, tu vas aider un tel. Et on a des élèves que personne ne veut aider parce qu'ils sont pas sympas ou voilà, ils sont pas très acceptés. Ben, bon, après, là, ça se passait assez bien. Hein. Tout le monde était capable de collaborer. Des gamins qui vivaient mal ensemble dans la scolarité, mais qui finalement s'entendaient très bien ensemble, quoi. C'est pour ça qu'on avait le... Est-ce que ce genre de truc vous paraît... alors, vous, c'est un peu différent parce que vous êtes personnel SP. Donc, vous n'allez pas dans des classes pour tester ces choses-là. Mais comment vous pensez pouvoir vous saisir de quelque chose comme ça en le faisant passer à des étudiants, en le conseillant, en le faisant vous-même en classe? C'est difficile. Le faire vous-même avec des étudiants, vous n'avez pas à faire ça. On peut leur faire expérimenter. Ouais. Enfin, pour que justement ils voient ce que c'est, pour que eux, éventuellement, le mettent en place dans leur classe, si ça leur semble approprié. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'enseignants du primaire qui m'ont dit, mais attends, mais ta classe là, ça ressemble un peu à une classe de primaire. Hein. Ben oui. En même temps, on était en cycle 3. Hein. Donc, et puis, bien sûr qu'on a beaucoup à s'inspirer des classes du primaire. Bien sûr. Et ça fait longtemps que... Voilà. Et puis un jour, ça ira peut-être au lycée, quoi. Et puis voilà, très bien. Nous, on a vu cette organisation, ça ressemblait un peu à celle-là dans une classe automatique. Ouais. Où il y avait, c'était des classes multicours. Oui, d'accord. Donc il y avait dans la classe, bon, je vais parler plutôt des grands, des élèves de CE1 au CM2. Ouais. Et donc ils avaient organisé l'espace comme ça en bougeant leur table. Tu avais les élèves de CM2 qui portaient les tables, et ça déstructurait complètement l'organisation d'origine. Ouais. Et on avait dans le fond de la classe des élèves de CE1 et CE2 qui pratiquaient, qui étaient en identification des mots, au milieu les plus autonomes, donc les grands. Ouais. CM1 et CM2, et devant avec l'enseignant face au tableau, un peu aligné comme ça. Ok. Les élèves orange, D'accord. les CE1 et les CE2. D'accord. Et ça ressemblait un peu à ça. Ok. Et est-ce qu'il y avait des passerelles entre les niveaux? Non, on n'a pas vu de passerelle parce qu'ils restaient, dans leur groupe, ouais, voilà. dans le temps de l'apprentissage. D'accord. Il n'y a pas eu ces passerelles. Ouais. Parce que ça, c'est... Pardon? Ouais, les tâches étaient sans doute pas les mêmes. Ouais. Autant il y en a qui faisaient des maths pendant que les autres faisaient autre chose ou... Ouais, c'était en français. D'accord. Au fond, ils étaient en lecture, au milieu en production d'écrit. D'accord. Et devant en production d'écrit aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ces passerelles. Ouais. Après, bon, c'est pas toujours possible. Hein. De compétences. Après, c'était des passerelles entre deux cycles. Ouais, ah ouais. Limite, entre le dernier niveau du cycle en amont et le dernier niveau du cycle suivant, ça pouvait se faire. D'accord. Sinon, il y avait un écart ouais. même trop important. Après, il y a un écart qui peut être trop important, effectivement. Mais après, on ne pouvait pas fonctionner autrement que comme cette organisation. Oui. Dans ces configurations. Pour quelle raison? L'hétérogénéité. L'hétérogénéité ou alors forcément les 3 niveaux présents dans la classe? D'accord. D'accord, ok. Et bon, après, à l'intérieur du cours. Ouais. Et oui, aussi à l'intérieur du cours, bien sûr. Ouais. On voit dans ton collège que chaque enseignant, enfin chaque classe plutôt, semble avoir sa classe. Enfin, je ne sais pas si c'est l'enseignant ou la classe. Ouais. Mais la
établissement en métropole, le professeur change de classe très souvent. Jamais ne retrouve, parfois jamais, la même classe dans la même salle. Oui, tu as raison. Alors oui, ça c'est... Ouais. Ça c'est un... Ouais, ça c'est hyper gênant. Voilà. Si tu dois refaire la classe comme ça à chaque début d'heure, au final tu arrêtes. Et pourtant, c'est quand même souvent cette configuration. Oui, bien sûr. On a les enseignants de langue qui veulent mettre des classes en U. Les autres disent non, mais moi je la remets comme ça. Oui, mais tu penses à me la remettre parce que demain j'y suis tôt. Et c'est gênant. Voilà, qui ne font pas l'effort de le faire. Et on comprend qu'ils ne fassent pas l'effort. Moi, je ne ferais pas l'effort de le faire si je devais changer les tables à chaque fois, honnêtement. Et donc, du coup, il faut essayer de... Moi, je pense qu'il faut essayer de partager les salles au moins à 2 profs. À dire, bon voilà, cette salle, trouver le prof qui va vouloir se lancer dans ce projet-là, trouver le prof qui a les mêmes problématiques et dire, bon ben voilà, l'an prochain, on va voir le chef d'établissement, on lui dit, bon, on a un projet, on aimerait, voilà, moi la classe que vous avez vue, la première, là, avec 4 îlots, ça c'était dans un collège où j'ai motivé la prof d'éducation musicale. Je dis, ouais, ça te dit qu'on tente une nouvelle façon? Elle me dit, ben ouais, pourquoi pas, la salle était assez grande. Et on s'est mis d'accord sur l'architecture un peu de la classe, la façon dont on allait faire cours. Et du coup, elle a été d'accord pour tester ça. Et moi, j'ai demandé à la principale, est-ce que vous pouvez me mettre dans la salle de musique? Et on avait un emploi du temps donc qui était bah oui, on avait forcément, ça a des influences sur l'emploi du temps. Ouais. Du coup, j'étais en train de réfléchir à ça aussi. Je me dis que peut-être, alors ce ne sera pas aussi bien fait dans l'espace, mais peut-être que dans une classe normale, on peut un peu différencier, c'est-à-dire qu'avec des habitudes de travail, il y en a certains, les oranges, ils savent qu'ils se mettent au premier rang, ceux en autonomie travaillent en binôme plutôt qu'à 4, enfin, ils peuvent, voilà. Tout est adaptable, bien sûr. Ils peuvent travailler en autonomie. Oui. Finalement, ça peut aussi se faire comme ça. Parce qu'au final, ceux-là, au final, j'ai écarté le truc et ils se sont mis face au tableau. Ouais. Au début, je m'étais dit, allez, je veux qu'ils soient dans leur bulle, mais en fait, voilà, ça posait pas de problème. Peut-être que on peut essayer de le faire dans une classe normale, sans avoir trop à bouger les tables. À bouger les trucs, oui. Après, c'est des habitudes de travail. Là, on avait la possibilité de dire, bon allez, ceux-là vous êtes là, ceux-là vous êtes là. Je voulais recasser un petit peu les habitudes. Donc après, si on n'a pas la possibilité de changer trop, on peut dire juste aux élèves, bon mais vous, c'est un plan de classe, hein, ça revient à faire un plan de classe, mais à différencier par l'espace, par le plan. C'est hyper important le plan de classe. Hein. Enfin, moi je trouve que on pourrait y passer des heures, c'est très important. Et même les plans de classe. Il y a déjà des disciplines où on demande aux élèves de bouger. Donc si on met en place un projet, je ne vois pas pourquoi le chef d'établissement dirait non. Ça ne dépend pas de la discipline, ça dépend du projet mené par l'enseignant. Oui, tu as raison. Après, en sciences, par exemple, ils ont des salles spécifiques. Oui. Donc les élèves bougent. Oui. Donc inversement, en français ou en maths, voilà, pourquoi... Ouais. De plus en plus, là, ils vont dans les salles informatiques. Oui. La salle de musique... Ouais, la salle de musique, c'est une salle qui est intéressante parce qu'il n'y a que, en général, ça dépend, mais elle est moins occupée que les autres. Et du coup, si le prof de musique est d'accord pour travailler un peu autrement, on a la possibilité de l'avoir assez souvent. Dans un établissement, voilà, il y a moins d'heures qui sont faites. La salle d'art plastique, c'est génial. Moi, j'ai fait cours longtemps dans une salle de techno. J'étais ravi, quoi, parce qu'il y avait une petite salle à côté, je pouvais mettre les élèves, il y avait des ordinateurs, enfin, on se régale, quoi, dans des salles comme ça. Ouais, c'est des salles vraiment intéressantes, quoi. Et oui, donc voilà, ça c'est hop. Je vais vous présenter. On s'arrête à midi. Ah, on s'arrête à midi, très bien. Eh bien c'est bien, on va juste faire le plickers après pour que vous me disiez. Donc, il est moins 5, hein? Bon, ça va aller très vite. Je vous présente un truc, si vous vous intéressez à l'espace scolaire, je vous présente juste ça. Archiclass, c'est un nouveau site du ministère. Vous allez le trouver. Je vous laisse la présentation de, comment il s'appelle? Christophe Caron, que vous allez voir. En fait, Archiclass, c'est un site où il mutualise le plus possible d'expérimentations qui sont faites sur l'espace scolaire. Donc si vous allez découvrir des expérimentations qui sont faites dans des CDI, dans des salles de langue, dans les profs qui utilisent les couloirs, les profs qui travaillent à l'extérieur, eh bien, il y a plein de choses sur ce site. Voilà, il vous le présente très rapidement. Alors, Archiclass, c'est un site internet développé par la Direction du numérique pour l'éducation.
ministère de l'Éducation. Et ce site internet vise à accompagner les collectivités territoriales, les académies, dans leurs projets de rénovation, de construction d'écoles ou d'établissements scolaires. Donc le site internet permet d'aider, d'accompagner le travail autour de la définition du projet. Deux axes. Premier axe, une démarche qui permet de faire travailler les collectivités et les acteurs de l'école pour justement aller vers cette définition du projet. Deuxième axe, on propose un socle fédérateur avec une carte de France dynamique pour localiser les lieux où il se passe des rénovations, des constructions, des aménagements. Ça peut être le réaménagement d'un CDI, ça peut être aussi un espace dans une classe. Mais surtout, on a besoin des académies, des enseignants, des chefs d'établissement, des IEN. On a besoin des collectivités pour enrichir justement le site et pour nous faire part des projets. Donc voilà, Archiclass, c'est un site internet. Vous pourrez aller le voir. J'avais prévu juste un petit truc, mais c'est pas utile. Vous irez le découvrir, archiclass.edu. Voilà, c'est très simple. Et vous aurez des idées là-dessus, si ces questions-là vous intéressent. Voilà, ça c'est une ressource que vous pourrez trouver. Je vais vous interroger sur ce que vous voulez faire cet après-midi. Vous connaissez Plickers ? J'imagine. Donc voilà, ça va se passer sur le tableau qui est là. Donc, soit vous préférez travailler sur des thématiques liées à l'éducation, aux médias, à l'information, notamment sur les fake news et les images d'information, ce à quoi sont livrés parfois nos élèves. Soit vous voulez travailler sur l'utilisation pédagogique d'Instagram, soit vous préférez travailler sur travailler un peu plus sur la web radio, c'est-à-dire ce qu'on a un peu expérimenté tout à l'heure de façon un peu impromptue, mais voilà, aller plus loin dans ce dispositif-là, soit travailler dans la réalisation d'audio guides en classe. C'est pour aller visiter des lieux et fabriquer des audio guides faits par les élèves pour que quand on va faire une visite par exemple, eh bien, ils aillent commenter à l'oral, s'enregistrer. Voilà, c'est pas très long. Si on choisit ça, on pourra faire peut-être un second truc. Alors choisissant une, on prendra la première et la deuxième. Ok, donc vous en choisissez une. Et comme ça, on verra quelle est la première et quelle est la seconde qui sera choisie. Et du coup, ça... Donc vous connaissez Plickers, vous savez comment répondre à A, B, C ou D. Est-ce que vous avez besoin de plus de... Ah oui, c'est en trop. C'est bon? Allez, je scanne. Tac. Ouais, avec la lettre en haut de ce que vous avez choisi. Tac. Oh, pardon. Un peu en contre-jour. Ça va. Non, c'est bon, super. Tout le monde a répondu? Si on fait apparaître le graphe. Alors, c'est quoi qu'on fait cet après-midi? Ah, il y en a qui sont zut.
Ça serait donc égalité sur fake news et... Ah, pardon. Instagram et audio guide. D'accord. Pourquoi vous avez 18 ? Vous voulez travailler sur quoi d'autre, les autres ? Ah non, mais tout à fait. Non, j'ai entendu 18. Alors, non, mais c'est vrai, Instagram, ça peut aller vite. Ça peut aller assez vite, Instagram. Et réaliser audio guide aussi. Ça, on aura le temps de faire les deux. On va faire les deux, ouais, je pense. On va faire une heure, et on va, ça ira assez vite, mais... Et puis, si les questions d'autres questions vous intéressent, on pourra toujours essayer de le caser demain. On va voir. On va voir. En tout cas, je garde ça sous la main. Pour le repas, Il est midi pile, 00. je me retourne vers Lina. On avait dit tous les gens qui veulent se joindre à nous, c'est ouvert. De toute manière, il y a plus d'intervention spécialement. Voilà, mais bon, du coup, j'ai enlevé la réservation de 15, donc c'est pas 15. Vous avez réussi à...